Bienvenue ceux qui nous rejoignent sur le salon Rebond Cadre. Nous sommes partis pour une journée à distance, la première journée du salon. Les webinaires vont se succéder au fur et à mesure de la journée, toutes les heures. Nous commençons avec Monsieur Guillaume Mallet, qui va nous présenter ce webinaire. Vous cherchez un emploi? S'il y a bien un moment où vous devez croire en vous, c'est face à un recruteur lors d'un entretien. Je vais laisser la main après cette première parole d'introduction et ce mot de bienvenue sur le salon. Je vais laisser la main à Guillaume et Pascal pour cette première journée et je vous retrouve en fin de journée à 17 heures. À tout à l'heure. Pascal, Guillaume, c'est à vous. Merci Dolores. Bonjour à Merci beaucoup tous. Dolores pour l'introduction. Bonjour Guillaume. Bonjour Pascal, Euh, je fais quelques petites précautions avant de te passer la parole pas de et que tu souci. puisses en fait faire ta présentation et ce premier temps du Salon Rebond 4 2024. Donc, comme vous l'a précisé Dolores, bonjour à ceux qui sont en train de se connecter, qui n'ont pas du coup entendu les explications. Votre caméra et vos micros sont coupés et sont coupés pendant toute la durée des différentes sessions, donc toute la journée aujourd'hui. Pour poser vos questions, vous avez un espace Q&R qui est vraiment réservé aux questions qui vont être suscitées par l'intervention de notre premier webinariste Guillaume Mallet. En fait, j'essaierai de les traiter au fur et à mesure. Par expérience, on n'a pas toujours l'occasion de les traiter toutes. Cependant, vous verrez à la fin du webinaire, vous aurez des contacts où vous pourrez renvoyer vos questions qui n'ont pas trouvé de réponse. S'il y a une question qui vous semble pertinente, qui a déjà été posée, je vous invite à la liker parce que du coup, ça la fait remonter en fait dans le classement et au moment où j'aurai beaucoup de questions, ça remontera et ce sera plus visible. Voilà, il me semble que j'ai dit les précautions d'usage. Guillaume, à Super, bah toi. écoute, merci beaucoup Pascal en tout cas d'être ma modératrice, hein, c'est la deuxième année, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. C'est vrai. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette ouverture du salon Rebond Cadre, c'est toujours sympa de faire l'ouvreur, hein, je l'ai pas fait, je rêverais de le faire aux Jeux Olympiques, mais je le fais chez Rebond Cadre, donc c'est déjà ça. Je vais vous partager mon écran. Alors, en espérant que ça fonctionne, mais il n'y a pas de souci, je pense. Tu pourras me valider ça, Oui, Pascal. Hop, hop. Est-ce que c'est bon pour vous? c'est parfait en plein écran. Très bien, Super. merci. Donc, on est en plein écran. Donc, on peut démarrer ce webinaire. Donc, comme vous l'a dit Pascal, hein, il y aura trois sujets sur ce webinaire et à la fin de chaque sujet, il y aura un moment, un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On serait ravis, enfin, je serais ravi de pouvoir y répondre. Donc, on peut lancer tout ça. Donc, vous cherchez un emploi, c'est le contexte, c'est la situation. S'il y a bien un moment, comme l'a dit Dolores, où il faut croire en vous, c'est face au recruteur lors de l'entretien. Euh, c'est un moment qui est souvent redouté, qui peut provoquer stress, angoisse, un peu d'appréhension. C'est normal, il y a un enjeu, souvent, pour vous. Donc, pour convaincre, c'est très important d'avoir confiance en soi. Je vais vous accompagner et j'espère vous aider en vous donnant pendant ce webinaire des astuces, des tips, des bonnes pratiques pour pouvoir, en entretien ou ailleurs d'ailleurs, hein, donner le meilleur de vous-même. C'est important pour ce côté confiance en soi. Premier thème, les cinq astuces pour convaincre en entretien. Donc, on en a listé cinq. C'est un petit travail qu'on a fait au sein du cabinet BMC, mais c'est vrai, je me suis même pas présenté avant de lancer ce webinaire. C'est c'est pas très scolaire, mais donc moi je suis Guillaume Mallet, je suis directeur associé du cabinet BMC. On fait du recrutement, de l'accompagnement sur toute la France, la Belgique et Monaco. On fait des bilans de compétences, des points carrière également. Donc c'est avec plaisir, en tout cas aujourd'hui, je peux vous partager en tant que recruteur et chasseur de tête, je peux vous partager un peu les préconisations et les bons plans qu'on attend et les bonnes pratiques qu'on apprécie de voir chez nos candidats quand on les approche pour des postes à pourvoir. Donc première astuce, c'est parti. Première astuce, faire un point sur vos atouts. Alors, qu'est-ce que je mets derrière faire un point sur vos atouts? Pour moi, vous allez
préparé, vous avez un entretien programmé pour un poste à pourvoir, que ce soit avec un recruteur, un cabinet ou autre. Le but en amont, c'est quand même d'étudier l'annonce ou la fiche de poste que vous avez eue avec vous, que vous avez par rapport à ce projet de poste à pourvoir. Le but, c'est bien de l'étudier et de se renseigner également sur l'entreprise. Donc, comment l'étudier? Moi, le but, c'est de mettre en avant vos points, enfin vos atouts et vos points différenciants par rapport à ce qui est demandé, les besoins et les attentes de l'entreprise. Donc, par rapport à votre CV, au poste à pourvoir, n'hésitez pas à commencer à rédiger une petite checklist un peu de tous les atouts qui sont pertinents. Le but de faire cette petite checklist, hein, c'est des mots-clés. Cette liste pourra vous permettre en entretien, vous pouvez l'amener avec vous en entretien, hein, c'est un espèce de pense-bête. Ça peut vous aider en fait à mettre en avant tous les atouts que vous avez, euh, qui font que vous êtes unique et que vous pouvez être la bonne personne pour ce poste à pourvoir. Ça vous aide sur votre argumentaire, ça vous aide pour être factuel et ça vous aide pour renseigner et donner le meilleur des informations pour la personne en face qui demande qu'une chose, c'est faire connaissance et voir ce que vous avez à proposer par rapport au poste et se dire, il faut arbitrer derrière, convaincre pour que vous soyez la personne retenue pour le poste, parce que vous êtes cette personne. Deuxième astuce, maîtriser votre discours. Ça, c'est important aussi, hein. Il y a le fond, mais la forme aussi est importante, c'est comme dans tout. Pour moi, il y a deux choses que je vais mettre en avant aujourd'hui sur maîtriser votre discours. La première, c'est par rapport à l'échange. Donc, ce sera un échange, hein. Vous êtes en entretien. Il faudra prendre le temps de respirer, et de faire attention à parler de façon lente et distincte pour que ça puisse être agréable pour toutes les parties prenantes. Donc, parce que le stress, on se rend compte que ça fait accélérer beaucoup de choses, hein. Sa respiration, son rythme cardiaque, et souvent ça fait accélérer le débit de parole, donc on peut parler plus vite que d'habitude. Restez connecté quand même hein, avec la personne que vous avez en face par rapport à son non-verbal pour voir un peu s'il commence à être perdu par le flux, parce qu'on peut, avec l'envie de bien faire, on peut partir dans un élan qui fait que on parle vite, beaucoup, et on peut vite faire peur, entre guillemets, on peut vite un peu perdre la personne qu'on a en face, qui a du mal à trier les informations que vous pouvez lui livrer. Donc, zen, on respire et on s'écoute parler. C'est une bonne chose aussi, ça, de se dire, de temps en temps, prendre un peu de recul et s'écouter parler, se dire, tiens, est-ce que le débit, est-ce que tout est OK avec le contexte et est-ce que déjà je prends plaisir à le faire. Deuxième chose importante pour le côté maîtriser son discours, c'est travailler son pitch de présentation. Parce qu'il y a plein de candidats, ça démarre comme ça souvent, hein, la personne qui vous accueille se présente et à son tour, elle vous passe le micro, présentez-vous. Donc là, si on ne l'a pas préparé, ce moment-là, ça peut être un moment de solitude, un peu compliqué à gérer, et émotionnellement, un pic, je veux dire, de stress qui peut être important. Donc le mieux, comme dans tout, c'est de se préparer à avoir un pitch de présentation. Le format idéal pour moi, c'est entre 30 secondes et 1 minute maximum. Je vais même vous donner un peu la trame et l'arborescence un peu d'un pitch de présentation pour moi de qualité. Il faut toujours commencer par le contexte, c'est-à-dire pourquoi vous êtes là, qu'est-ce qui vous a amené ici, quel est l'historique un peu du process. Deuxième volet pour moi, c'est la partie résumé de carrière. C'est-à-dire que le but, c'est de réussir, vous l'avez fait en amont, vous l'avez travaillé encore une fois, hein, le fait d'étudier l'annonce, vous avez déjà en tête votre valeur ajoutée, vos atouts, tout ça va pouvoir être utilisé pour ce résumé de carrière. Expliquer, enfin mettre en avant, on va dire, les expériences les plus cohérentes en lien avec le poste à pourvoir, toujours, et les expériences qui vous mettent en avant et qui justifient le fait que vous avez été sélectionné aussi et que vous êtes la bonne personne pour ce poste à pourvoir. Après ça, donc c'est pour ça que c'est entre 30 secondes et 1 minute selon les profils, hein. Plus on a d'expérience, plus on aura de choses à mettre en avant sur le résumé de sa carrière jusqu'à aujourd'hui. Après, on peut parler de ses motivations pour le poste à pourvoir et par rapport au fait d'intégrer cette entreprise qui vous a convoqué à un entretien et le sens que ça a pour vous. Donc là, n'hésitez pas à mettre en avant, voilà, chacun a des valeurs qui peuvent être différentes et chaque poste peut résonner différemment selon ses besoins, ses attentes, ses envies. Donc, faut pas hésiter à parler du sens que ça a pour vous de pouvoir intégrer une entreprise
voilà, qui peut avoir des valeurs, qui peut être orienté éco-responsable plus qu'une autre, RSE, etc. N'hésitez pas à vous livrer par rapport à ça. Toujours, bien sûr, en lien avec à la fois l'entretien pour lequel vous êtes convoqué et aussi le poste à pourvoir. Donc, sur la forme aussi de ce pitch, ce qui est important, c'est d'être clair, synthétique et donner envie d'en savoir plus sur vous. Parce qu'en fait, pendant ce pitch, c'est comme une ligne de fond, hein. Vous avez mettre une ligne, c'est avec des hameçons. Et le but, c'est que vous dévoilez un peu de votre expérience, de votre expertise, de votre valeur ajoutée, pour susciter une interrogation du recruteur qui va, lui, mordre à l'hameçon, de façon imagée, mais et vous questionner, et ça vous permettra derrière de dérouler tranquillement et peut-être de donner plus d'informations, mais ça évite de noyer quelqu'un par beaucoup d'infos en disant c'est sûrement important, etc. Laissez-le décider de ce qui sera important et de là où il a envie de vous interroger. Et c'est là où ça va devenir un échange. On y reviendra derrière de l'échange, je vais en parler dans un deuxième sujet, mais c'est un peu du ping-pong, c'est un aller-retour. Il faut que ce soit un échange. Vous êtes là pour faire connaissance et parler de vous. Donc surtout, donner envie d'en savoir plus sur vous. C'est un pitch, un teasing sur vous. Troisième astuce que je voulais mettre en avant aujourd'hui, soyez positif. Même s'il y a un peu de stress, un peu d'enjeu, le fait de garder le sourire, ça va changer beaucoup de choses pour votre interlocuteur, le message que vous renvoyez, et pour vous. Parce que vous vivrez bien mieux le moment en gardant le fou rire, j'allais dire, le sourire, mais si on peut avoir des fous rires des fois nerveux, bon, c'est fait partie, il faut éviter l'entretien, mais sourire, bon, voilà, on reste positif, optimiste et on prend plaisir à être là. Être optimiste et utiliser des tournures de phrases positives. C'est très français, hein. On a tendance à mettre des négations partout. On a grandi avec ça, hein. Ne cours pas, tu vas tomber. Voilà, bon, ça fait partie des ancrages très culturels. Mais essayez de prendre du recul là-dessus. Et quand vous préparez un peu vos entretiens et votre pitch, utilisez au maximum des tournures de phrases positives parce que ça change. Le message est différent, sera reçu différemment. Et automatiquement, le rebond et le retour sera différent aussi de la personne enfin, de l'échange que vous aurez avec la personne en face de vous. De toute façon, si vous êtes en face de cette personne, c'est que vous avez été sélectionné. Il ne faut pas l'oublier, ça. On est en entretien. En entretien, vous avez été sélectionné. Si vous êtes si vous êtes là aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est pur. C'est parce qu'on a su déceler vos avantages et vos compétences par rapport au poste à pourvoir. Donc faites-vous plaisir et soyez vous-même. Il y a pas de mieux que ça. Quatrième astuce. Soyez dans l'échange. On y revient un peu en complément par rapport à tout à l'heure. Le recruteur, il est là, ou la personne en face qui vous reçoit, le N+1 ou le DRH, etc., est là pour découvrir qui vous êtes. Il vous a sélectionné par un CV, peut-être un échange téléphonique, peut-être une petite visio de 30 minutes, mais il est vraiment là en face à face, vous êtes là avec lui, ou en distanciel, hein, des fois. Il a envie de savoir qui vous êtes. Parce que derrière, si vous êtes la personne retenue, vous intégrez une entité, une aventure humaine, et le plus important, c'est de pouvoir savoir qui vous êtes et si c'est en adéquation avec le poste à pourvoir et le périmètre. Donc, dans l'échange, pourquoi? Parce que quand on est en entretien, avec cette partie stressante, comme je vous ai dit avant, on a tendance à vouloir donner des fois le meilleur de soi-même, mais pas toujours de la bonne manière. C'est-à-dire qu'on part un peu dans un élan, un peu comme un cheval au galop, et on veut tout donner tout de suite, et on est dans un monologue, on parle beaucoup, on va dire plein de choses, on veut ne rien oublier. Sauf que si on part sur un monologue, vous aurez le recruteur en face ou la personne qui vous reçoit. Au bout d'un moment, on va peut-être un peu prendre du recul sur sa chaise et aura du mal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à traiter toute l'information et vous allez le perdre parce que peut-être qu'à la fin, il n'aura pas de questions à vous poser parce que vous aurez fait les questions et les réponses. Alors, il va se dire, ouais, c'était sympa, hein, il y a une belle histoire à raconter, mais bon, est-ce que j'ai appris quelque chose de lui? Pas vraiment, à part son parcours professionnel. Il n'est pas là que pour ça. Le parcours professionnel, il a pu avoir une idée par rapport à votre CV déjà. Donc, c'est pour ça que cette présentation courte avec ces hameçons, c'est important parce qu'il faut qu'il vous pose des questions derrière. Parce que si on part dans un dialogue, et c'est beaucoup plus confortable pour vous d'avoir ce côté, on vous pose une question, vous amenez une réponse, que d'être dans une partie monologue comme ça, qui peut être usante et stressante. Mm. Donc pour éviter et pour
aussi pouvoir être dans l'échange. Moi, je trouve que c'est important en amont de faire vos recherches un peu en complément sur l'entreprise, hein, sur les projets à venir, les projets actuels, pour préparer des réponses à poser. Si vous êtes là pour un poste à pourvoir, des questions, pardon. Apporter des réponses. Apporter des questions. C'est toujours intéressant de poser des questions. Les réponses vont venir de la personne en face. Il faut le faire travailler un peu lui aussi. Puis il est content, hein, de parler de lui, de son entreprise, des missions qu'il va vous confier. Les questions des candidats sont toujours très appréciées des recruteurs. C'est très important. Ça montre plein de choses. Ça montre votre implication, ça montre votre curiosité, ça montre votre intérêt pour le poste et l'entreprise, et ça montre votre côté professionnel, d'être proactif, de se dire, je suis venu avec, après avoir préparé et avec des questions, des infos, et je suis prêt à échanger sur le poste. Cinquième astuce, Guillaume, pardon, oui. j'interviens juste à ce moment-là parce que en fait, j'ai l'impression que ton son vient d'une autre source et du coup, on t'entend de manière un peu plus étouffée. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, voilà, merci beaucoup. Ok, c'est peut-être le micro qui est descendu un peu bas, excusez-moi. C'est possible, pas de souci, Merci merci. Pascal pour ce côté technique important pour la qualité de l'audition. Oui, Cinquième astuce, donc, oui, je pense que c'est mieux, là, je m'entends mieux oui, aussi, moi. parfait. Contrôlez votre body language. Donc, qu'est-ce que je mets derrière le body language? Je mets la gestion des émotions, la gestion du stress, qui se répercute sur votre non-verbal, hein, et votre gestuelle. Donc, il y a plusieurs choses à être vigilant. Souvent, c'est les pieds et les mains qui bougent beaucoup, et des fois un peu la tête. On rebondit un peu sur sa chaise comme ça. Donc, il faut essayer de calmer tout ça. Vous mettez les pieds au sol, bien à plat. Vous placez vos mains à plat aussi sur le bureau ou sur vos genoux, s'il n'y a pas de bureau. Évitez de jouer avec un stylo, parce quand on est un peu tendu, certains ont tendance à essayer de trouver quelque chose pour se mettre en mouvement. Si vous commencez à faire jongler votre stylo, la problématique, c'est que le recruteur en face sera peut-être focus plus sur votre aptitude à vous amuser avec le stylo que sur ce que vous dites. Donc, vous risquez aussi de le perdre un peu. Donc, essayez de contrôler un peu tout ce langage et les tics de langage aussi. On a tendance à dire souvent petit, un peu, enfin, des choses comme ça. Il faut répéter un peu son pitch, il faut répéter tout ça pour pouvoir contrôler et être le plus pertinent possible et le plus juste et aligné avec soi-même. Et parler calmement, c'est encore une fois très important et ça fait partie du body language. Donc pour ça, alors pour le contrôler, ça paraît simple comme ça, et je vous donne des tips comme ça, mais comment on fait pour pouvoir travailler là-dessus? Le but et le truc intéressant, c'est de pouvoir travailler sur une routine de préparation, hein, que ce soit pour un entretien ou pour un événement qui a un intérêt et du sens pour vous. Moi, je peux vous partager un peu ma routine de préparation que je peux avoir, par exemple, pour un webinaire comme aujourd'hui, hein, qui passe par de la visualisation chez moi, donc plusieurs jours en amont. Je vais visualiser ce webinaire, visualiser cet entretien que vous aurez. Visualisez-le, donc vous mettez dans un coin isolé ou le soir avant de vous endormir, vous fermez les yeux et vous vous voyez en tant que spectateur, hein, on se met en méta, on prend un peu de distance, on prend de la hauteur et vous vous voyez préparé 2 heures avant, vous vous voyez content de vous préparer, heureux, serein, positif. Vous vous voyez arriver à l'entretien, vous vous voyez accueilli, vivre cet entretien de la meilleure façon possible. Vous ressentez les vibrations positives et le plaisir que vous prenez. La visualisation doit être de ce sens-là, hein, de se dire je suis content d'être là, je profite de chaque seconde, de chaque instant. Vous visualisez jusqu'à la fin, jusqu'au moment où vous allez remercier la personne qui vous a reçu et vous remontez dans votre voiture ou dans les transports en commun pour rentrer chez vous. Et le soir, vous vous dites waouh, je suis content de moi parce que ça s'est bien passé. Et cette visualisation-là, n'hésitez pas à la répéter plusieurs fois. Plus vous allez le faire, plus vous allez envoyer à votre cerveau un message positif. Et le jour J, vous aurez une sensation un peu de déjà-vu. Le cerveau, en tout cas, lui, aura une sensation de déjà-vu. Donc, il va être apaisé et vous aurez beaucoup plus de facilité à profiter du moment et à garder le contrôle à la fois de vos émotions et de votre stress. Donc ça, c'est un petit tip que vous pouvez utiliser qui est assez simple, hein. C'est un peu orienté PNL, tout ça, programmation neurolinguistique. C'est pas le sujet du jour, mais il y a plein de choses qui peuvent vous aider sur le web. Vous trouverez plein de petits practices, on va dire, pour pouvoir avancer sur ce sujet si ça vous plaît. Mais le but, c'est de trouver sa routine personnelle.
Et pourquoi pas une heure avant aussi l'entretien ou une demi-heure avant. C'est toujours intéressant de reprendre ses fiches, de réviser un peu son pitch, voilà, une dernière fois, et de relire vos atouts, vos mots-clés par rapport au poste à pourvoir, hein, et de relire aussi les questions que vous avez préparées pour poser un entretien. Vous pouvez venir à l'entretien et avoir vos fiches avec vous. Il n'y a aucun souci pour moi. Au contraire, ça montre ce côté envie d'être là et envie de partager le moment et de poser les questions que vous avez envie de poser. Ça peut être votre fil conducteur. Mais si vous en avez repris connaissance un peu en amont, ça vous évitera d'être trop dans la lecture et côté scolaire, ça peut vous permettre d'être plus spontané dans l'échange, parce que vous aurez rafraîchi un petit peu tous ces éléments clés pour le moment à vivre en entretien. Merci. Voilà pour le premier sujet. On a déjà beaucoup de questions. Il est 9h22. Ça Je passe fais vite. un point de repère aussi Ok. temporel. Alors, nous avons des seniors, des juniors, entre les deux connectés, vu les questions. Et juste une petite remarque au fil de l'eau, vous verrez quand vous dites bonjour, j'enlève vos messages, mais c'est pour une question de clarté. Donc, merci de dire bonjour et bonjour à ceux qui sont connectés entre-temps. Donc, la première question, c'est une synthèse en fait de plusieurs questions. C'est comment je fais quand je suis, à mon sens, c'est pour les juniors et les seniors, en fait, et qu'en entretien, quelque chose que j'ai potentiellement pas perçu avant, en entretien, en fait, on me pose une question sur une expérience que je n'ai pas par le passé. Comment je me dépêtre avec ces questions qui peuvent être un peu enfin, dire déstabilisantes, on va dire, et qu'est-ce que j'apporte comme élément de réponse? Donc, c'est-à-dire qu'on va vous challenger sur une mission du poste et c'est quelque chose que vous n'avez pas eu l'occasion, si je Tout à fait. reformule, hein, de pouvoir réaliser en entreprise. Peut-être que vous la maîtrisez d'ailleurs, hein, mais qu'elle n'apparaît pas sur le CV parce que vous n'avez pas eu l'opportunité. Moi, rebondir là-dessus assez simplement, un peu comme je viens de vous le dire là, c'est-à-dire qu'en fait, vous reformulez en fait ce qu'on vient de vous mettre en avant, dire bah, cette capacité ou cette mission-là, jusque-là, je n'ai pas eu l'occasion. Il faut être très transparent, très franc, il ne faut pas essayer de raconter une histoire et des bobards, parce qu'on n'est pas là pour ça, hein. Vous êtes là pour être vous-même et aligné avec vous-même. Donc se dire, à l'instant T, aujourd'hui, je n'ai pas eu l'occasion, voilà, de pouvoir mettre en pratique ou d'exercer ou de travailler sur ce sujet, mais j'ai bien pris connaissance dans l'annonce que c'était une mission principale demandée, souhaitée. Moi, je suis là aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et je serais heureux de pouvoir initier et collaborer avec vous et monter en compétences pour pouvoir réaliser ça pour vous et pouvoir en apprendre voilà, sur vous, sur moi et monter en compétences et vous accompagner sur cette démarche. Même si aujourd'hui, je n'ai pas d'expérience là-dessus, je serai très proactif pour pouvoir rapidement faire le nécessaire et monter en compétences. Est-ce qu'on peut illustrer le propos déjà, parce que parfois on ne pense pas à réfléchir à nos expériences personnelles, alors je pense aux Ah, associations, bien mais sûr, aussi oui, d'autres ça choses. faut. Oui. Et est-ce qu'on peut aussi démontrer que par le passé, on s'est retrouvé dans une situation, alors je pense vraiment pour les tout juniors, parfois on a pu faire des stages peut-être dans le cadre de ses études, je ne sais pas, ou en tout cas des jobs d'été, et montrer qu'on s'est retrouvé face à une situation justement inconnue, on n'avait a priori pas les compétences et qu'on a réussi à se mobiliser en disant, ben voilà, en 2 mois, je suis arrivée au final à être autonome sur la tâche, donc en objectivant quand même aussi le propos. Exactement, il faut surtout pas oublier que c'est un peu le travail qu'on fait quand on fait une relecture de trajectoire professionnelle, quand on fait un bilan de compétences ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on est là pour, quand on est là pour travailler sur son portefeuille de compétences, ce portefeuille, il n'est pas uniquement focus sur votre expérience professionnelle. Comme tu l'as dit, Pascal, c'est-à-dire que vous êtes dans une association, vous avez un poste de trésorier dans une association. Si vous n'êtes pas comptable, vous pouvez être trésorier dans une association. Ça demande des compétences de gestion, ça demande des compétences voilà, de comptabilité qui, en fait, peuvent être mis en avant autant qu'une compétence professionnelle valorisée, utilisée au quotidien. Donc, voilà, ce qu'il faut, c'est illustrer en rebondissant, en disant, voilà, j'ai pu, comme tu l'as dit, hein, on est là, c'est rebond cadre, on est là pour rebondir. Donc, il ne faut pas hésiter à rebondir comme ça sur, en fait, vous avez des compétences professionnelles, mais
vous n'avez pas que ça, vous avez des compétences humaines, des compétences relationnelles, des compétences, c'est tout votre environnement vous fait travailler et vous fait monter en compétences chaque jour. Alors, il faut avoir cette capacité, à, quand on vous pose une question comme ça, c'est pour ça que c'est important de bien gérer ses émotions et son stress, parce que vous n'aurez peut-être pas cette facilité, stressée, avec des œillères un peu en mode je suis en entretien, de prendre ce recul et de se dire, au travers de cette compétence que vous souhaitez pour le poste, certes, aujourd'hui, je ne l'ai pas, mais dans un contexte autre, c'est déjà arrivé, voilà. J'ai pris un rôle dans tel, ou j'ai pris un poste à l'époque. Voilà, je n'avais pas la compétence souhaitée, mais par contre, j'avais l'appétence et l'envie, la curiosité de découvrir ce nouveau monde, ce nouveau secteur d'activité. Et en X mois, comme tu l'as dit, voilà, les résultats ont été, vous avez des choses chiffrées. Vous Ouais. amenez, bon, on en reparlera après dans le deuxième sujet, Oui. on spoil un peu le deuxième sujet, mais Bah, en fait, voilà, on va pouvoir y aller si tu... parce qu'il est neuf heures ok, vingt-huit et ok, ok, c'est parfait comme transition. je parle Comme ça, trop, ça moi, te vide pas le contenu du deuxième sujet. Donc, deuxième sujet, j'espère qu'on n'a frustré personne, mais on est là pour profiter, vous aurez plein d'infos encore. Ouais. Deuxième sujet, donc j'ai voulu vous Je mettre en prends avant sur les moi, on 5, va frustrer des gens. Ça, c'est... Je je suis prends sur désolé moi. d'avance, C'est 5 l'expérience, ça. compétences clés recherchées par les recruteurs. Donc ça, on a fait une petite enquête un peu avec les différents consultants du cabinet. Donc, on- elles sont classées. Ça, en fait, c'est un recensement national, hein. La première compétence recherchée par les recruteurs aujourd'hui, la numéro un, c'est la fiabilité. Donc plus de 33% hein, des recruteurs français mettent en avant que la fiabilité, pour eux, c'est la compétence comportementale. Alors, comment faire, vous allez me dire, pour rassurer un recruteur sur votre fiabilité? Ça va un peu dans ce qu'on vient de dire là. Le plus important sur ce type de compétence, qui est compliqué à mesurer, hein, c'est il faut illustrer et argumenter votre expérience professionnelle par des exemples concrets et factuels qui mettent en avant votre degré de fiabilité. Il y a uniquement ça qui peut mettre en avant votre fiabilité. C'est déclaratif. Alors moi, je suis quelqu'un de très fiable. Très bien. Qu'est-ce que quelqu'un de fiable? Qu'est-ce que quelqu'un qui n'est pas fiable? On est dans une notion qui est compliquée et dans le jugement. Donc des faits, rien que des faits, c'est le plus important pour moi pour ce type de compétence-là. Et ça va, et ça rejoint un peu ce qu'on disait. C'est-à-dire que la compétence, vous l'avez ou vous l'avez pas. Si il vous coince parce que sur le CV, c'est pas écrit, vous l'avez pas mobilisé, et ben c'est pas pour autant que derrière, par des faits et des actions qui sont menées, on se rapproche de cette fiabilité. Il n'y a que des faits qui peuvent nous aider à vous cocher la case fiabilité. Deuxième compétence clé recherchée, la compétence à résoudre des problèmes complexes. Chaque recruteur a envie de trouver un profil qui gère bien et qui règle des problèmes complexes en trouvant des solutions rapides, efficaces, extraordinaires. Bon, là, ça fait un peu la liste au Père Noël. Tout le monde a envie de trouver des gens qui résolvent des problèmes complexes. Alors, tout le monde n'a pas des problèmes complexes à régler tous les jours, mais ils ont l'impression que c'est bien d'avoir une Ferrari pour rouler à 50. Bon, c'est pas toujours adapté. C'est pas toujours très confortable à 50. Comme le précédent critère ou la compétence, hein, le but c'est de mettre en avant des exemples de problèmes, alors complexes ou non, que vous avez résolus dans votre carrière. Voilà, c'est la preuve par l'exemple. Il n'y a rien de mieux que ça. Pourquoi pas sur la gestion de complexité de plus en plus, hein, vous êtes nombreux à pouvoir il y a beaucoup de cabinets et beaucoup d'entreprises qui font passer des tests de personnalité, de motivation, aptitude, compétences. J'ai de plus en plus de candidats, moi, quand ils postulent, qui me partagent des synthèses de leurs tests réalisés. Et souvent, dans ces tests, il y a des outils qui peuvent mesurer la gestion de la complexité ou des problèmes complexes, etc., vos leviers de motivation. C'est toujours intéressant d'être dans cette transparence, de dire, bah voilà, nous, chez BMC, en tout cas, on fait passer les tests Assess First et les tests Trimoji. Voilà, qui nous permettent d'avoir un échange, un débriefing avec les candidats, et on a pas mal d'infos sur la gestion de la complexité, entre autres. Donc, si vous avez la possibilité, si vous sentez qu'en face, le recruteur vous challenge un peu sur des choses qui sont en cohérence avec ce que vous avez pu lire sur les synthèses, n'hésitez pas à lui dire, bah, écoutez, si vous souhaitez, dès la fin de l'entretien, je vous partagerai par mail les synthèses des tests que j'ai réalisés. Ça vous permettra d'avoir un avis peut-être un peu plus précis ou acter, valider ce qu'on a pu échanger ensemble et vos ressentis. Voilà pour la deuxième compétence clé. La troisième, la flexibilité.
Donc, eux, ils se sont mis sur le focus, qu'est-ce que la flexibilité sur l'audit et sur l'enquête qui a été réalisée. Flexibilité horaire, gestion de projet en flux tendu, méthode agile, bon, parce que dans la flexibilité, ça reste une méthode. De l'agilité, c'est le besoin des collaborateurs flexibles et capables de s'adapter rapidement aux changements. Voilà. En fait, tout est complémentaire. On se rend compte que comme les deux premières compétences clés, qui sont la fiabilité, la capacité à résoudre des problèmes complexes, là, la flexibilité, c'est la même. On est dans la même équipe, hein. Euh, Mettre en avant votre adaptabilité également par des contextes, des situations réalisées et des exemples. Des faits, rien que des faits, il y a juste ça qui va pouvoir faire mouche chez votre interlocuteur. Quatrième compétence recherchée, le travail en équipe. Pour eux, c'était quoi? C'est être capable de se coordonner avec les autres et de travailler en confiance et en transparence pour atteindre les objectifs fixés. Pour moi, ça va un peu au-delà. Qu'est-ce que c'est que de savoir travailler en équipe? C'est savoir écouter, convaincre, savoir co-construire, savoir animer, fédérer autour des projets collectifs et collaboratifs. Toutes vos capacités mobilisées au quotidien peuvent être mises en avant, hein, sur ce sujet. On sent que c'est très vaste, le travail d'équipe. Et même si on n'a pas, si on est seul, on a des interactions, voilà, avec d'autres, hein, dans la vie de tous les jours, dans l'entreprise. On est obligé de collaborer. Même si on travaille pas, si on n'est pas chef d'équipe, eh ben, on n'est pas seul dans un coin et on ne représente pas seul l'entreprise. Il y a des interactions avec des parties prenantes, donc on rentre dans du travail d'équipe. Voilà pour la quatrième compétence clé. La cinquième, la dernière, qui est pour moi la plus importante, mais elle arrive en cinquième, selon cette enquête. Le sens de la communication et de la négociation. Tout le monde a besoin de s'entourer de professionnels capables d'adapter son discours à son interlocuteur, ce qui est devenu essentiel. Donc pour moi, c'est le Graal, hein, parce que tout tourne autour de ça en entreprise. En échangeant avec beaucoup de dirigeants et en traitant des problématiques avec eux, on se rend compte qu'une bonne communication évite et résout la plupart des problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien, à la fois en entreprise et ailleurs d'ailleurs, hein. Bien communiquer, c'est primordial. Ça permet de rester constructif, ça permet d'être orienté solution et de donner, en fait, en entretien, si vous gérez bien votre communication, vous allez donner la meilleure image de vous-même, en étant aussi dans une communication positive, comme on a dit. Ça regroupe un peu ce qu'on a pu dire avant. Voilà pour la fin, pardon, je suis allé un peu vite. Voilà pour la fin du deuxième thème. Et pour résumer ce thème, soyez optimiste et orienté solution face aux questions des recruteurs. Et j'ai une petite citation pour finir avant les questions. Citation de David Swanson. On n'a jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression. Voilà, le but, c'est pas de vous mettre la pression, sans jeu de mots, mais ça met en avant que, voilà, pour être performant, il est indispensable de préparer votre entretien en amont. Si vous le préparez, vous serez à l'aise. C'est comme le vélo, hein. Plus on en fait, mieux on en fait. Voilà. Merci Tu vois, Guillaume. Euh, il est 9h35, hein, toujours pour nous donner un point de repère. pas de souci. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Alors, je vous rappelle que vos micros et caméras sont coupés. Vous avez un champ questions-réponses pour poser vos questions et je vous invite vraiment à liker les questions qui sont déjà posées, même si elles n'ont pas tout à fait la même tournure de phrase que ce que vous voudriez y mettre, parce que ça me permet qu'elles remontent. Je commence à avoir beaucoup de questions et comme je disais tout à l'heure, je sais d'ores et déjà que nous n'aurons pas le temps de toutes les traiter en direct. Alors, j'ai une première question, du coup, enfin, qui va faire le lien avec certaines questions qui ont été posées. Il me semble que les compétences que tu as abordées sont plutôt tournées soft skills. Alors, est-ce que déjà tu pourrais juste nous rappeler la différence entre les hard skills et les soft skills? Et dans ma question, j'ajouterai la chose suivante. Euh, on parle de soft skills et en même temps, on parle d'être orienté solution. Comment ça s'articule ça? Alors, bon, c'est les soft skills qui sont mis en avant. C'est pas moi qui les ai choisis, hein. C'est une Oui, enquête, voilà, des compétences clés, c'est une enquête nationale. ouais, c'est C'est sûr important de le que rappeler, ouais, ils merci. ont, ils en ont mis 5. Alors, je pense que c'est aussi pour que ça puisse parler à tout le monde. Dès qu'on parle hard skills, on est sur des compétences métiers. Mhm. Bon, bah, compétences métiers, on ne fait pas tous le même métier et on n'a pas besoin de mobiliser toutes les mêmes compétences. Donc, je pense par rapport à l'enquête, ils étaient obligés de partir sur du soft skills, c'est-à-dire sur tout ce qui est agilité relationnelle, personnalité, levier de motivation. Ok.
parce que sinon ça parlera un peu. C'est gestion, enfin, si on est sur un comptable, on n'aura pas du tout les mêmes compétences métiers souhaitées et demandées que pour un technicien de maintenance ou pour un directeur commercial, par exemple. Et ta deuxième question sur le côté orienté solution, c'est ça, par rapport Quand aux on soft parle de skills? soft skills, orienté solution, on peut peut-être y trouver soit une complémentarité, soit une dissonance. Enfin, voilà, qu'est-ce que... Bah, orienté solution, ça veut dire qu'en fait, moi, je mets orienté solution parce que ça va avec le côté pensée positive, être optimiste. C'est-à-dire qu'en fait, en entreprise, on est là, hein, souvent, on est missionné pour résoudre des problématiques, la Oui, plupart du temps, qu'elles soient de degrés différents, mais on est là pour résoudre une problématique ou apporter une solution. oui, Donc, c'est sûr que quand je mets ça, ça veut dire que, encore une fois, culturellement, on aime bien parler beaucoup des problèmes, très longtemps des problèmes, et mettre beaucoup d'énergie là-dessus, et des fois pas assez d'énergie sur qu'est-ce que je mets en place, quelles solutions je peux mettre en place. oui. Et pour moi, ça, en fait, c'est quelque chose qu'il faut cultiver. C'est pas quelque chose qu'on a en soi au début. Mm. Culturellement, en France, on est comme ne cours pas, tu vas tomber. On est très focus sur les problèmes. On voit beaucoup de problèmes. Il y en a des problèmes. Mm. Le but, c'est pas de les ignorer, mais pour moi, ça fait partie des soft skills d'avoir cette capacité de switcher rapidement sur, face à une problématique, quelle solution je peux mettre en place. En mode test and learn. Donc là, on est sur de l'agilité, on est sur de la flexibilité, l'adaptabilité, de se dire, certes, il y a mon problème, je dois être orienté solution le plus vite possible pour mettre tout mon temps et toute mon énergie dans cette solution parce que, de toute façon, il faudra trouver la solution. Donc, c'est pour ça que pour moi, alors la solution, ça peut paraître, oui, un peu péjoratif ou non, mais pour moi, ça l'est pas parce que quand je mets solution, ça veut dire ouverture, ça veut dire innovation, ça veut dire travail collaboratif, ça veut dire brainstorming. Il y a plein de mots-clés comme ça qui vont venir, travail d'équipe, etc. Oui, Parce que tous ensemble, c'est comme ça qu'on trouvera la solution. Donc pour moi, ça fait partie, c'est en fait l'objectif oui. de se dire, Mm. mes soft skills, je vais les travailler pour immédiatement et rapidement être orienté solution dans tous les cas de figure que j'aurai à gérer en problématiques complexes. Ok. Ah oui. Donc en fait, quand on parle de soft skills, on parle aussi enfin, on parle de choses concrètes. C'est pas Bien des sûr, opinions ou un jugement qu'on émet. Ouais, ça me semble exactement. important. Ouais. Ok. J'ai une question qui revient souvent et après on passera à la troisième partie. C'est, je suis senior, j'ai une expérience conséquente. Comment je fais le tri en fait auprès du recruteur? Donc par rapport au pitch, comment faire le tri? Bah, si vous allez à trois entretiens, malheureusement, vous devrez préparer trois pitchs différents parce qu'il faudra uniquement mettre en avant la valeur ajoutée ultime de chaque expérience. Parce que si vous commencez à parler de tout votre parcours, il y a peut-être 30% de ce parcours, voilà, on a un parcours de vie, hein, et des fois on fait des orientations, des changements, des choses comme ça, ce qui nous fait grandir et ce qui nous fait être qui on est aujourd'hui. Il ne faut pas du tout dénigrer tout ça, mais vous avez un temps limité en entretien, il faudra mettre le focus uniquement sur ce qui est ultra valorisable par rapport à la personne que vous avez en face de vous. Donc le tri doit être fait dans cette phase de préparation. Vous pouvez aussi avoir un CV, hein, une page, par exemple, si vous voulez mettre en avant quand vous postulez, vous pouvez avoir un CV version courte et version longue détaillée, et plusieurs CV aussi, selon ce que vous allez chercher. On peut avoir plein d'expertises et se dire, ben, moi, je peux postuler à deux, trois postes différents, un CV par poste, où vous mettrez en avant uniquement ce qui est clé et ce qui est cohérent et ce qu'on a envie de voir dans votre CV, ce que la personne, ce qui fera l'hameçon qui va faire mordre à l'hameçon le recruteur. Pour vous appeler et vous dire, voilà, j'ai vu que j'ai trouvé votre CV avec telle compétence. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut faire un entretien? Voilà. Donc, vous pouvez avoir votre CV version longue, toujours intéressant dans un deuxième temps. Après avoir passé et avoir été convoqué à l'entretien, bah, vous pouvez lui dire, bah, écoutez, si vous souhaitez, je vous envoie, avant qu'on se rencontre, je vous envoie par mail mon CV version longue. Vous aurez
tout mon pédigré, tout mon parcours, toutes les infos sur toutes les boîtes. Ça peut faire 2, 3 pages, il n'y a pas de souci. Par contre, pour mettre sur un job board ou sur, voilà, sur les différents supports ou pour postuler, c'est toujours intéressant d'avoir un CV à une page parce qu'on sait que les recruteurs vont passer 10 secondes sur votre CV. Donc il faut que les mots-clés, ils lui sautent au visage, quoi. Mm. Ok, merci. Guillaume, a priori, j'ai quelques remontées moins qu'avant sur le son. Peut-être qu'il y a ton micro qui a de nouveau un peu bougé. Ah, je vais essayer de parler plus fort alors. Ouais, c'est bon, merci beaucoup. Il est Est-ce que tu veux... 9h42. Ok, on passe au troisième. Bim. Les avantages à recruter un profil senior. Alors j'ai une petite vidéo à vous partager. J'espère que il y a une petite manip technique. Tu me diras, Pascal, si est-ce que vous voyez mon écran ou pas là? Oui, Alors, on va regarder une petite vidéo. Est-ce que c'est bon pour super, vous? très bien, très bien. Voilà, je vous laisse la petite vidéo. Il n'y a pas de son, hein, c'est Il n'y a normal, pas hein, de son, mais c'est je, pas je grave, il n'y a pas besoin de précise, son. oui, oui. Ça parle de... Pas besoin du son pour comprendre. A C'est la priori, c'est petite mon pause son média de 30 secondes. c'est mon son qui pose problème. Ah, malheureusement, on a un problème de réseau là, non? Oui, là, ça mouline. Ah, ok, Ça y bon. est. Désolé, ça repart. Voilà, donc ce petit résumé vidéo, juste, je reprends la main. L'objectif, c'était, voilà, on va, une petite illustration, on va dire, de ce qu'on va pouvoir traiter ensemble après. Donc, vous verrez un peu, vous comprendrez le pourquoi de cette vidéo. Donc, moi, j'ai voulu traiter les avantages à recruter un senior en 3 points. Le premier, c'est l'expérience d'un senior, une valeur ajoutée, une vraie valeur ajoutée à l'entreprise. Alors, pourquoi? Parce que pour moi, le point fort numéro 1 du senior, c'est son expérience professionnelle qui lui permet de transmettre aux autres salariés et aux jeunes générations à la fois tout son savoir, son vécu et son expertise et son expérience. C'est également un employé considéré comme plutôt loyal, de confiance et plus flexible. Donc là, on a mis le focus sur la flexibilité, sur le côté vie perso. Pourquoi? Parce qu'il a moins de contraintes par rapport aux enfants qui sont souvent grands. Donc il peut avoir cette possibilité, cette latitude de finir peut-être à des horaires, s'il le faut de temps en temps, finir un peu plus tard parce qu'on n'a pas les enfants à les chercher à l'école, etc. C'est un profil pour moi qui a déjà évolué aussi dans sa carrière, donc qui pourra davantage rester dans son poste et sans être frustré à rester dans son poste dans la durée et s'investir au maximum pour son employeur. Pour moi, c'est les choses enfin, c'est l'atout principal du senior. Le deuxième avantage sur le travail en équipe. Parce que pour moi, c'est vraiment une très belle complémentarité de faire travailler les seniors et les juniors ensemble. La jeune génération, on est sur de la nouvelle technologie, la volonté d'évoluer, d'apprendre, de monter en compétences très rapidement, agile, dynamique, curieux, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, hein. On a un profil junior qui est plein d'énergie et plein de volonté, de bonne volonté pour essayer de faire tomber ce mur. Bon, il n'y arrive pas, mais derrière, il a son binôme qui est plus expérimenté, un profil senior qui, lui, a beaucoup plus de prise de recul, plus d'expérience et de sagesse, qui, avec juste un mouvement de levier, va pouvoir faire tomber ce mur. Mais c'est un travail d'équipe, parce que je pense que sans le travail en amont du profil junior, il n'aurait pas pu faire tomber ce mur. Et ensemble, ils ont fait tomber ce mur. Donc, on a utilisé à la fois la fougue du junior et son énergie, et à la fois le recul et l'expérience du senior qui, hop, en quelques secondes, en faisant décoller un peu avec un pied de biche, tout est tombé, on a gagné du temps. Et peut-être que ça a fait monter en compétence ce profil junior qui, la prochaine fois, peut-être se dira, avant de s'épuiser, j'ai peut-être trouvé une solution bis et prendre un peu de recul sur la situation parce que j'ai vu que la dernière fois, ça a plutôt bien fonctionné. Donc pour moi, c'est un vrai duo gagnant. On a vu dans la vidéo, hein, ils étaient deux, bah, ils ont fait tomber le mur à deux. Après, le but, c'est pas de dire qu'il y a un profil qui est meilleur que l'autre. Encore une fois, c'est un travail d'équipe. Bon, pour moi, c'est un duo gagnant et j'en suis persuadé parce qu'en entreprise aujourd'hui, ça fonctionne par le mentoring, par plein de choses et c'est hyper intéressant pour les deux parties. C'est-à-dire que tout le monde prend plaisir à travailler. L'intergénérationnel, c'est magique et il n'y a que ça de vrai pour moi demain. Embaucher un senior, ça peut rapporter gros. Pour moi, pourquoi? Parce qu'il y a une intégration qui se fait très rapidement, une adaptabilité aussi au poste. Il s'adapte vite à son poste et à ses missions.
parce qu'il les connaît. Autonome au quotidien. Souvent, c'est les missions qu'il a déjà fait. Bonne gestion de ses émotions et du stress. C'est plus simple pour lui parce qu'il a cette expérience et cette sagesse. C'est plus simple pour lui que s'il y a un peu de pression que pour un profil plus junior. Et il a très peu de besoins en formation parce qu'il a eu l'occasion de se former pendant toute sa carrière professionnelle. Donc, voilà, ça ne coûte pas forcément plus cher de recruter un senior. Souvent, c'est la barrière de se dire, bah voilà, on n'a pas les moyens. Il faut faire attention au coût caché un peu, sans que ce soit péjoratif, de recruter un junior, parce que ce junior, il faudra l'accompagner, faudra, sur son intégration, il faudra être vigilant, en proximité, le faire monter en compétences, le suivre et le former, parce qu'il aura certes une expérience peut-être à l'école, etc. Mais il aura peu de pratique professionnelle, donc il faudra beaucoup plus de temps d'accompagnement, et ce temps, ben, c'est de l'argent. Voilà pour ce dernier point. Je vous partage à l'écran, avant les questions, je vous partage à l'écran un petit cadeau. C'est si pour ceux qui le souhaitent, hein, pour faire un point sur vos soft skills, je vous partage ce QR code. Alors, je vais le faire avec vous si vous voulez. Vous avez juste à prendre votre téléphone portable, ouvrir votre appareil photo et juste approcher votre appareil photo de l'écran. Vous verrez un petit lien jaune qui apparaît. C'est écrit de mémoire trji.me. Donc vous cliquez sur ce petit message jaune qui vous ouvre la plateforme et derrière vous avez juste à vous inscrire et vous pourrez passer, quand vous le souhaitez, ce test Trimoji. Il y a deux versions, une version courte 3 minutes et une version longue 15 minutes où vous en apprendrez un peu sur qui vous êtes, comment vous fonctionnez. C'est super ludique et vous aurez des synthèses complètes sur la plateforme. Donc voilà ce petit cadeau du matin pour ceux qui ont envie de gamifier un peu le webinaire et de s'amuser avant le deuxième sujet. Merci Guillaume. Est-ce que tu m'entends bien? Parce qu'a priori, le son, c'était moi en fait. Moi, je t'entends très bien, oui. Bon, si jamais vous ne m'entendez pas bien, n'hésitez pas à me le dire. Alors, avant qu'on arrive, parce qu'il est 9h49, on va encore traiter une ou deux questions. Je rappelle à nos participants que nous avons des webinaires qui vont se suivre après. Et j'ai vu des questions qui probablement, notamment sur le CV, vont être traitées par Mm. nos prochains intervenants. Alors, il y a une question qui est revenue souvent qui concerne les seniors et leur niveau de rémunération avant de se retrouver en reconversion et à devoir rebondir professionnellement. Est-ce que, est-ce qu'il y a une nécessité de diminuer son salaire? Jusqu'à combien? Est-ce que partir sur un salaire vraiment très bas, est-ce que c'est aussi quelque chose, une bonne démarche? Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec cette question-là? Bah, alors, vous allez avoir un sujet derrière sur comment répondre aux questions de mémoire compliquées. Mais en tout cas, moi, je peux vous donner mon retour d'expérience en tant que recruteur. Voilà, nous, on recrute des profils de tout âge, hein, mais c'est sûr que on a des fois des rémunérations importantes parce qu'on a eu des responsabilités importantes, des fois à l'international, etc. Donc, le but, c'est de pouvoir être transparent sur votre dernière rémunération. Mais c'est sûr que des fois, on a une entreprise en face qui n'a pas les moyens tout de suite de vous rémunérer sur le package, on va dire, de vous rémunérer à hauteur de ce que vous aviez avant. Si pour vous, ça a du sens, le but, c'est de trouver un accord gagnant-gagnant. Il faut être transparent et être dans de la négo sans le côté péjoratif, hein. C'est de se dire, voilà, moi, je suis prêt à faire un effort financier parce que l'aventure m'intéresse et je suis prêt à repartir de quelque chose de plus cohérent et d'envisageable pour la structure pour laquelle vous postulez, avec une possibilité trouvée par rapport aux objectifs, de pouvoir se dire, bah, on se revoit à 6 mois, on fait un point, on se revoit à un mois, on fait un point, et on met en place une évolution de la rémunération en cohérence avec l'évolution des objectifs et des résultats de l'entreprise. Il faut savoir trouver une démarche gagnante-gagnante. Hmm. Le but, c'est pas de se dire, je divise par deux. Bon, alors des fois, on peut, hein, si les gens ont plus de contraintes. Des fois, quand on est senior, on a moins de contraintes financières. On peut avoir sa maison qui est déjà payée, les enfants ont fini leurs études, etc. Et le projet nous intéresse. Il y en a, hein, qui se disent, bah, moi, en fin de carrière, ce qui m'intéresse, c'est de trouver quelque chose qui a du sens pour moi.
transmettre et me faire plaisir au quotidien, être moins dans la culture du résultat et de l'objectif où j'ai bien gagné ma vie jusque-là, je suis prêt à prendre un projet parce qu'il a du sens pour moi et de finir là-dessus, bah, super. Après, chaque cas est différent, chaque cas est particulier. Ce qu'il faut, c'est le but, c'est pas de prendre quelque chose si vous y croyez pas et si c'est trop loin de ce que vous souhaitez, parce que vous allez être, vous serez pas épanoui, Mm. vous allez être malheureux, frustré, et vous aurez qu'une envie, peut-être, c'est rapidement de trouver quelque chose d'autre, plus cohérent, et c'est pas le but. Voilà. Donc, Merci j'espère avoir Guillaume. répondu à cette question. Merci Guillaume. Euh, une question sur l'âge en fait. C'est-à-dire que déjà, bon, aujourd'hui on est senior à partir de quel âge? Ouais. Et quand on arrive vraiment à 60 ans et après, est-ce qu'on est encore vraiment intéressant pour les entreprises? Et peut-être que là aussi, si tu veux bien, c'est aussi nous faire part de ton expérience de recruteur, puisque c'est vraiment ton métier. Et en passant, on dit bonjour à Christophe Marneau, qui est notre prochain intervenant. Bonjour Christophe. Donc pour finir sur ce sujet, en fait, bah, on est senior à quel âge? Ça dépend. Je veux dire, on est senior. Qu'est-ce que c'est que senior? En France, c'est quand même presque un gros mot, hein. Dans les pays anglo-saxons, on est senior. Enfin, dans le sport, par exemple, on peut être senior à partir de 30 ans. On passe dans la catégorie senior parce que senior veut dire expérimenté, expérience en fait, hein. Donc moi, pour moi, c'est pas du tout péjoratif d'être senior. Senior, c'est que vous avez une expérience valorisable. Au bout de 5 ans en entreprise, il y a des clients qui me disent, moi, je voudrais un profil senior, ont plus de 5 ans d'expérience. Ok, super. On est sur un profil senior. À 40 ans, on passe senior. À 50, pour certaines catégories, c'est senior. Enfin, 60 et après. Moi, il y a quelques mois, j'ai recruté pour un client qui souhaitait créer un nouveau pôle commercial sur une niche. J'ai recruté quelqu'un qui a 62 ans. Voilà, il l'a embauché avec plaisir parce qu'il avait 15 ans d'expérience dans un domaine spécifique. Et le projet, le deal avec lui, c'était, voilà, il me reste, j'ai envie de travailler 4 ans. Et en 4 ans, je vais vous développer votre pôle, ce nouveau pôle. Donc une création de poste, une création de pôle. Donc il va préparer et faire monter en compétences pour pouvoir rendre le pôle autonome avec du recrutement après en interne qui va mentorer, etc. Et il va rendre autonome ce nouveau pôle. Le challenge, c'est ça. C'est j'ai 4 ans et je vous donne 4 ans. Je vous donne cette fin de carrière pour pouvoir après passer à autre chose, une nouvelle vie, voilà, extra-professionnelle. Mais le deal, c'est ça. Et pour moi, il n'y a pas de... C'est pas parce qu'on est proche des 60 ou après les 60 qu'on n'a plus de valeur ajoutée. Au contraire, on est, encore une fois, on a plein de choses à mettre en avant et plein de choses à proposer. Ce qu'il faut, c'est trouver que le message et qu'il y ait un deal qui soit transparent et gagnant-gagnant. Merci beaucoup, La Guillaume. communication, pour moi, c'est un peu ça le mot d'ordre. Et pour finir, une petite Oui, citation qui résume un peu tout mon webinaire. J'aime bien celle-ci. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Parce que tant qu'on n'est pas aligné avec soi-même, on ne peut pas être épanoui. Donc, c'est le plus important en tout cas. Dans n'importe quelle situation, soyez vous-même, parce que vous êtes unique. merci beaucoup. Alors, je vais... Ah, Christophe approuve. Merci Christophe. En Je tout te cas, laisse, Guillaume. Je dis la même chose que toi pour les seniors. super. Merci beaucoup alors. Je suis content. On est dans le vrai. Bon, en tout cas, merci pour. Je vais laisser la main, mais merci en tout cas à tous pour votre écoute et votre présence. Je vous souhaite une très belle journée de webinaire. J'ai vu les sujets qui vont suivre. Vous allez être bien accompagnés. Vous allez prendre plaisir. Amusez-vous et prenez plein d'infos. Et on se reverra plus tard pour la suite de l'aventure avec plaisir en tout cas. Et merci Pascal pour ce travail en binôme qui est toujours très qualitatif et très Ah, plaisant pour moi. merci. Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour ta fidélité et ton implication et vraiment pour toute cette richesse de témoignages aussi de ton expérience. Je rappelle vraiment que voilà, c'est aussi ça dont vous avez profité, c'est l'expérience du métier de Guillaume et de tout ce qu'il a pu récupérer lui comme vécu et il vous en a fait profiter et c'était vraiment très riche. Merci beaucoup. Peut-être en 2025, qui sait? Avec plaisir, avec plaisir. Avec On grand sera là au plaisir rendez-vous. aussi.
Il vous reste 4 minutes là pour. Alors déjà, je viens d'afficher les coordonnées puisque comme je vous l'avais dit au début et en cours de webinaire, on n'a pas pu aborder l'ensemble des questions. Donc vous avez deux contacts mail dont celui de Guillaume si vous souhaitez en fait faire suivre votre question. Pas de souci. Et je lance aussi un sondage. Je lance une minute, donc c'est un sondage avec 3 questions sur le webinaire qui vient de se dérouler. Merci à tous pour votre participation. Donc, du coup, nous passons le relais à Christophe et on vous souhaite à tous une excellente journée. Donc, Christophe, tu vas nous parler de faire de son expérience senior un atout.